Ça, c'est bien. Ah oui. Bienvenue tout le monde. Donc, vous appréciez, j'espère, la ponctualité prussienne, paraît-il, hein, du début de l'intervention de M. Benachnou. On a quelques contraintes de temps. Les contraintes de temps ne vont pas écourter le petit déjeuner, bien au contraire. Elles vont rendre la rencontre beaucoup plus efficace. Donc, bienvenue pour l'évaluation des politiques publiques. Hein. C'est un sujet qui nous tient autant à cœur qu'à M. Benachnou. Excusez-moi, je vais régler le micro. Voilà. Et l'intervention va se dérouler de façon tout à fait simple, comme à l'accoutumée. 30 minutes d'intervention de la part de M. Benachnou, et ensuite on va laisser la place au débat et aux discussions. Je laisse la place à M. Benachnou. Je ne jouerai que le rôle de modérateur durant les questions. Donc je déduirai toute intervention de 30 minutes. Merci Sylvie. D'abord, merci pour cette invitation. Elle est utile parce que j'ai eu l'occasion de dire qu'il y a évidemment un déficit flagrant de dialogue économique dans notre pays. Et donc, toute contribution au développement du dialogue économique en Algérie est évidemment la bienvenue, et je remercie Slim et Kerr de m'inviter à apporter ma petite pierre. Slim Atmene m'a demandé de parler de l'évaluation des politiques publiques en Algérie, et je crois que c'est un sujet important. Pour dire d'abord que, sur le plan philosophique et social, toute évaluation est subordonnée à ce que l'on veut faire, à un projet. Si on était sous le règne de Louis XIV, l'évaluation serait de dire en quoi la puissance de Louis XIV est renforcée par la construction des châteaux, l'asservissement de ceux qui devaient être asservis, etc. Alors, comme nous ne sommes pas sous Louis XIV, mais 2013, dans un pays à vocation démocratique, on va dire que l'évaluation doit servir à... Vous n'entendez pas? On n'entend pas, c'est les besoins essentiels d'une population. Voilà. On prend ça simplement. Une satisfaction progressive dans le temps des besoins d'une population. Donc le développement interpelle ou appelle l'évaluation pour se poser la question: est-ce que les politiques publiques vont dans le sens du développement? Et avant d'aller dans le cœur du sujet en Algérie, vous dire simplement que dès qu'on parle d'évaluation, je rappelle mes années de fac. Alors, donc, quand on parle d'évaluation, les objets de l'évaluation, les acteurs d'évaluation, les formes d'évaluation et les effets d'évaluation. Très rapidement, les objets d'évaluation. Quand on est dans une perspective de développement, c'est de dire on évalue par rapport à... On évalue quoi? Dans une perspective de développement, on évalue deux sphères. La sphère du service public, éducation, santé, sécurité, etc. Et la sphère de l'économie, l'économie étant supposée être en croissance pour fournir des emplois, améliorer les revenus, etc., etc. Bon, donc les deux objets principaux, c'est sphère du service public, sphère de l'économie. En Algérie, c'est compliqué parce que la frontière entre les deux sphères n'est pas nette. Hein? L'autoroute fait partie de la sphère économique, elle a été balancée dans la sphère du service public. Je suis fondamentalement contre. Voilà, c'est ce type de... Les frontières entre les deux sphères ne sont pas très nettes. Parce que notre État très généreux a tendance à élargir la sphère du service public, hein, alors que certaines activités sont dans la sphère de l'économie. Donc jugées comme telles. Les acteurs
de l'évaluation, ben, ils sont connus, soit c'est des acteurs administratifs, c'est-à-dire ceux qui conduisent les politiques, les programmes et les projets, évaluent, c'est leur métier. Hein, l'administration évalue. On verra comment ça se passe chez nous. Soit c'est les élus qui évaluent, ils sont élus pour ça. Qu'il s'agisse des députés ou des présidents d'APW ou des... Ou alors, si c'est pas... je sais pas où alors, c'est et. Soit l'administration, c'est-à-dire les appareils d'État qui font en quelque sorte l'auto-évaluation des politiques publiques, les élus qui sont élus pour dire à quoi a servi la ressource qui a été donnée à monsieur le ministre ou à monsieur le Wali, pour simplifier. Hein. Et puis il y a la société. La société, c'est les associations, c'est CARE, c'est tout ce qu'on peut imaginer comme acteurs de l'évaluation. Bon, ça c'est les acteurs. Donc objet, acteur, méthode. Alors l'évaluation, c'est pas le contrôle. Le contrôle, c'est de dire monsieur Flan a dépensé de l'argent conformément à la loi. Il est autorisé à dépenser l'argent conformément à la loi, ou alors monsieur Flan a dépensé l'argent conformément à la loi. Le fait qu'il y ait conformité à la loi ex post ou ex ante ou ex post ne signifie pas du tout que l'action a été utile. D'accord? Parfaitement avoir une conformité radicale à la loi, sans pour autant que le programme, la politique, le programme ou le projet soit utile par rapport au développement dont on a parlé tout à l'heure. Les résultats de l'évaluation, c'est simplement qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé la chose belle ou exécrable, qu'est-ce qu'on fait après, hein, les grandes affaires. Alors, je vais vous dire d'abord à quoi sert l'évaluation. Il faut bien avoir ça en tête. L'évaluation consiste à mesurer et apprécier les résultats pour enrichir une action future. Je mesure, j'apprécie et je prépare la future action. Voilà le problème de l'évaluation. Alors, si vous voulez maintenant, voilà les définitions de base, elles sont ici. Donc, l'évaluation a deux objets, elle a des acteurs, elle a des méthodes et elle a des impacts. L'impact de l'évaluation, c'est d'améliorer la chose dans la vie. Alors, où en sommes-nous en Algérie? Avant de rentrer dans les domaines prioritaires, hein, je vais vous parler un peu d'objets, méthodes, acteurs, etc. L'évaluation n'est pas un sport national. Il faut dire les choses. Hein, pour cultiver, j'expliquais à monsieur l'ambassadeur que ce que veut dire l'expression cultiver, parler en litote. L'art de la litote. Parler en litote ou parler, dire la litote, ça veut dire être en deçà de l'évaluation réelle. Bon. Les objets. Les objets liés à la sphère du service public, dans sa diversité, éducation, santé, sécurité, état civil, l'administration, etc. Et cette sphère en Algérie, elle s'est développée massivement, et notamment au cours des 10 dernières années, pour une raison extrêmement simple, c'est que la démographie, d'abord, la démographie impose l'extension de la sphère, et ensuite parce que l'État algérien a cru bon, et je crois qu'il a eu raison pour l'essentiel, d'élargir la sphère du service public. Plus d'éducation, plus de santé, plus d'infrastructures, plus d'état civil, enfin tout ça c'est très bien. Les wilayas ont toutes été couverts de 50 types d'infrastructures, tout ça c'est bien. Donc la sphère publique s'est élargie massivement au cours des dernières années, des 10 dernières années, notamment l'éducation, j'aurais à y revenir, notamment la santé, j'aurais à y revenir. Je ne vais pas prendre tous les exemples, mais je vais prendre les exemples qui, de mon point de vue et du point de vue du développement, sont les plus significatifs. Les acteurs. Alors, les acteurs, c'est très simple. La scène est quasiment vide. La scène de l'évaluation. C'est-à-dire quoi? Si c'est un matin où vous dites, aujourd'hui, je vais parler avec les acteurs de l'évaluation. Eh bien, vous aurez vite fait de déjeuner tout seul. Et comme ça. Parce que peut-être que c'est l'urgence de l'action
L'urgence de l'action de développement du service public qui a fait qu'on n'a pas eu le temps, l'énergie à consacrer à l'évaluation. Moi, je ne crois pas beaucoup à cette thèse, mais le fait est que, en dehors des institutions publiques qui font un peu d'évaluation, mais à l'occasion de leur fonction, le Cour des comptes, l'IGF, tout ce type d'institutions publiques font de l'évaluation, mais j'allais dire qu'elles font de l'évaluation par hasard, pas par hasard, parce qu'elles rencontrent le problème. Mais ce n'est pas une mission qui leur est fixée de dire évaluer la qualité de l'action de la politique ou la qualité de, on va dire à la Cour des comptes, mais on ne va pas lui dire quelle est l'opportunité de l'action de financement de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas son métier. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça, les acteurs sont, allez, on va être modeste, on va dire les acteurs de l'évaluation en Algérie sont évanescents. On va dire évanescents. Les acteurs administratifs, les acteurs politiques n'existent pas. Pour parler franchement. Alors moi j'avais un rêve qui était que le multipartisme, nous avons depuis 25 ans, moi j'avais un rêve qui était que le multipartisme allait déclencher une vague d'évaluation, quelque chose de bien. Rien de tel. Rien. Le multipartisme en Algérie, alors que c'est sa fonction normale, vous suivez l'actualité dans le monde, quand M. Obama est les nodolos, les républicains, hein? Quand M. Hollande commence à parler de ça ou ça, l'UMP n'est pas loin. Hein? Ils l'ont conduit au Conseil constitutionnel, il a dû renoncer à un certain nombre de mesures. Vous avez suivi l'actualité. Alors, comment évaluer l'enseignement supérieur? Comment on fait pour évaluer l'enseignement supérieur? Est-ce que c'est les effectifs? Est-ce que c'est le mode d'accès? Est-ce que c'est le taux de réussite? Est-ce que c'est la structure de la production? Quand on fait trop d'ingénieurs et pas assez de spécialistes islamistes? Ou l'inverse? Donc, il faut se mettre d'accord sur les choses pour pouvoir les évaluer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je reviendrai sur l'enseignement supérieur tout à l'heure, mais voilà un cas précis. Vous ne pouvez pas évaluer l'enseignement supérieur dans l'état où il est. Trop d'étudiants, pas assez d'étudiants. Trop d'étudiants dans les sciences de l'ingénieur et pas assez dans la philo. Je ne sais pas. Qui décide de ça? Donc il faut déjà mettre les choses en place. Si on prend un exemple, non pas dans la sphère du service public, mais dans la sphère de l'économie. Bon, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas évaluer. Pourquoi vous ne pouvez pas évaluer le service public, la sphère économique? Parce que le mode d'organisation et de régulation n'est pas au clair. Qui peut dire à M. Bouteflika, d'où les coupures? C'est une façon d'évaluer. Moi, si je dis à c'est Bouteflika, les coupures d'électricité. Je ne peux pas m'autoriser une seconde à lui dire ça. Pourquoi? Parce que Sonelgaz est une entreprise qui n'est pas organisée pour être évaluée. M. Bouteflika n'est pas libre de ses tarifs. Il est à peu près libre de son organisation. Et encore, il n'est pas totalement libre de son plan de développement parce qu'il n'en a pas les moyens. Quand M. Bouteflika, je prends Bouteflika, c'est un garçon sympathique, mais on peut multiplier les exemples à travers la sphère économique. On peut multiplier les exemples. Donc on n'a pas à l'heure actuelle mis en place le minimum pour que M. Bouteflika soit évalué justement. Pas, je ne sais pas, parce que c'est on est tous capables. On a une capacité mais évaluer l'action, évaluer la politique de la Sonelgaz suppose des prérequis. Est-il libre de la fameuse, que les économistes connaissent bien, investissement prix-profit? Investissement prix-profit. Hein? Les prix d'aujourd'hui font les profits de demain, l'investissement d'après-demain. Ça, c'est une vieille rengaine des économistes. Ah, mais ce qu'il faut faire, il est mis en condition de mal à
Et donc il fait des investissements et après il va négocier avec le trésor. Allah yahdikum ashab le trésor. Ah les coupures راهم كثروا ماذا بكم تعطيونا شويه فلوس باش كاش ما نضمنوا. Vous êtes au courant. Voilà les deux exemples. On peut parler d'autres exemples. Alors, secteur privé, j'ai pris un exemple dans le secteur public. Au secteur privé, j'ai vu les statistiques de l'OMS. Bon, elles valent ce qu'elles vont, mais il faut bien que je travaille sur quelque chose. Secteur privé, c'est... Regardez l'évolution récente du secteur privé, qu'est-ce qu'on voit? On voit, pour ce qui apparaît dans les statistiques, on voit un taux de marge brute du secteur privé absolument agréable pour eux. Tant mieux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les entreprises privées gagnent des sous. L'agroalimentaire, la pharmacie, la banque. Enfin, quand vous faites le tour des entreprises, des secteurs privés, bon, ils gagnent des sous. Le taux de marge est bon. Ma question, c'est est-ce que ça, c'est suffisant pour juger le secteur privé ou pour juger l'action de quelque... Parce que le taux de marge reflète quoi? Le taux de marge, c'est quoi? C'est ce qui reste de la valeur ajoutée quand on a distribué les charges des uns ou des autres. Le taux de marge brut est agréable, mais il reflète quoi? Eh bien, moi, je vais vous dire ce qu'il reflète. Je sais que Slim ne va pas être content, mais non, je suis sûr qu'il va être content. Le taux de marge du secteur privé représente la situation oligopolistique des branches. C'est des oligopoles, tout simplement parce que, à l'évidence, dans l'ensemble des branches dans lequel le secteur concurrentiel, eh ben, le taux de marge est important parce que les structures sont oligopolistiques. Il ne faut pas aller sortir de je ne sais pas quoi pour le dire. Par contre, si vous regardez Slim, le même exercice, vous l'appliquez aux entreprises du secteur public. Le taux de marge dégringole. Pourquoi? Eh bien, je suis sûr que mon ami va le dire, parce que la gouvernance du secteur public aïena à l'extrême. C'est tout. C'est tellement évident. Comment dans la même branche qui s'appelle les matériaux de construction, qui s'appelle l'alimentaire, qui s'appelle n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Quand on regarde les taux de marge des uns et des autres, on voit qu'ils sont différents. Les uns croissent, les autres décroissent. Ils sont sur la même économie. Hein? Ils sont tous dans les embouteillages. Eh bien, c'est pas la même chose. Donc pour l'évaluation, c'est quelque chose. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Eh bien, ma réponse, jusqu'à preuve du contraire, le secteur privé se déploie dans des conditions oligopolistiques, parce que notre politique de la concurrence est absolument absente. Le métier de l'institution de la concurrence, c'est justement de dire كان عندي واحد عمي الله يرحمه عمي عبد الكريم كنا نقعدوا ناكلوا الطعام يقول لي تيا حبس تاكل بزاف تيا عبد تاكل شو. Le métier de la concurrence, ça sert à ça. Ça sert à dire برك الطعام بزاف خليه يدعم كيلو. On est loin. Je dis cet exemple parce que... Voilà. Alors, j'ai fait un tour. Je vais rester... Déjà. Alors, je vais rappeler. Je vais reprendre 10 minutes. Oui, bien sûr. Alors, maintenant, quels sont les domaines prioritaires? Alors, supposons que tout est bien, que les choses sont en état d'être évaluées, qu'on a les bonnes méthodes, les bons instruments, les bons acteurs. Allez, on va rêver. Quels sont les domaines prioritaires? Par où on commence? Eh bien, dans la sphère publique, et je laisse ça pour le débat volontairement, dans la sphère publique, il y a deux priorités évidentes. Évidentes, dans la sphère publique. Moi, je crois qu'il faut qu'on regarde de façon très, très, très sérieuse le financement de l'éducation. Mais le fort, ma thèse, des amis dans la salle ne sont pas complètement d'accord, mais je la redis, ma thèse est que sur les 10 dernières années, si on prend les 10 dernières années et qu'on regarde les allocations budgétaires et qu'on les suit dans le détail, l'enseignement supérieur a pris plus que sa part.
plus ou ça va. Pourquoi? Parce que sa taille a explosé. Je ne suis pas sûr que la taille de l'enseignement supérieur soit la bonne. Je discutais de ça dans le débat. Et parce que la présence politique de l'étudiant est par définition plus importante que la présence politique de l'écolier. Ah mais madame. يقرف ويزقي ولا les pauvres écoliers تاع 5 مليون ولا تاع que j'ai vu l'hiver. Moi je me balade un peu. Vous les voyez l'hiver, مساكن في البرد هذاك تاع من جهة sur le haut plateau. Slimane, sur le haut plateau, les jours de classe, à pied, le bird, des petites filles, avec tous les risques que ça comporte. Au profit de quoi? D'un enseignement supérieur dont je considère que la taille est excessive, l'organisation insuffisante, tout ça là-bas. On peut discuter. Ça, c'est un problème. Financement de l'éducation, pourquoi j'ai commencé par ça? Parce que c'est bien évidemment là qu'on prépare l'avenir. Personne ne me convaincra que le petit garçon qui va de Sétif au village voisin et inversement, qui va à pied, est un citoyen moins important que ce monsieur qui conduit le 4x4 sur l'autoroute. Personne ne me convaincra ça. Donc ça c'est le problème. L'autre dossier qui me paraît aussi important, c'est le financement des hôpitaux. Ça c'est flou, ce qui est là. Alors là-dedans, d'abord il y a un problème qui est un problème du ministère des Finances que j'ai connu mais qui ne s'est pas réglé, qui s'est aggravé depuis l'augmentation des salaires, des indemnités, etc. Le financement public des hôpitaux représente à l'heure actuelle 82% du financement global des hôpitaux. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'il y a deux sources de financement, de la santé en général et des hôpitaux en particulier. Il y a la source budget. Le budget, pourquoi le budget finance les hôpitaux? Il finance les hôpitaux pour ceux qui ne cotisent pas. Halima ou Laqaddour ne travaillent nulle part, donc ils ne cotisent pas, mais il faut bien qu'ils se soignent. Donc l'État paye pour eux. Et puis il y a Ben Ali ou Zoleha qui eux travaillent, là, la Sonatrach, etc. Et c'est leur société qui cotise pour eux. Ça passe par les caisses et ça atterrit au ministère de la Santé pour financer l'action des hôpitaux. Et bien la situation sur les 10 dernières années s'est dégradée massivement. Et on est passé, quand j'étais arrivé aux finances, à peu près à 50-50 jusqu'à 82-18. J'ai dit 82-18. Après une période de croissance dont on nous dit que le taux de chômage a diminué, oui ou non? Donc si le taux de chômage a diminué, si les salaires ont augmenté, pourquoi les cotisations ne suivent pas? Et pourquoi c'est toujours M. Karim Djoudi ou Djmaatio qui paye? Moi je n'ai pas vu, parce que vous savez j'ai des insomnies, donc de temps en temps je regarde les chiffres. Je n'ai pas vu une montée des cotisations après les dernières hausses des salaires. En principe, quand il y a hausse de salaire, les cotisations, elles suivent. Voilà le type de problèmes qui sont là, sur lesquels malheureusement on n'agit pas encore suffisamment, un peu par négligence, un peu par le chauffe-eau même, etc. Enfin, vous connaissez. Ça, c'est la sphère du service public. J'ai pris ces deux domaines prioritaires, je pourrais en prendre d'autres. Premier domaine qui vient en tête, évidemment, dans la sphère du service public, c'est l'action sociale de l'État, c'est-à-dire les subventions. J'ai calculé que les subventions qui viennent du budget de l'État pour les différents prix, c'est quand même... Attention, parce que pour moi, le logement fait partie des subventions. On va cacher la réalité de messe. Allez, on va dire les subventions, le financement des hôpitaux, les anciens moudjahidines, etc. C'est des choses
L'action sociale budgétée par l'État, l'ensemble des subventions qui viennent du budget de l'État, c'est 13%. Si j'enlève les anciens moudjahidines, pour les raisons que chacun connaît, et si j'enlève le financement des hôpitaux parce que je viens d'en parler, on va tourner avec des subventions qui tournent autour de 5 à 6% pour les prix. Pour les prix des 7 produits qui sont subventionnés. Je ne parle pas des carburants et tout ça, parce que tout ça est à la charge de Sebo Tafa et de qui est PDG de Sonatrach Elio. Peu importe, ça change. Bon. Si on regardait tout ça, c'est-à-dire l'ensemble des subventions explicites et des subventions implicites, 13 à 14% du PIB. Je répète, je laisse de côté le financement des hôpitaux, je laisse de côté les anciens moudjahidines, je laisse de côté beaucoup de choses, mais je mets le logement. Enfin, je suis pas... Alors pourquoi je pose la question de la subvention? Pour une raison très simple, c'est que les calculs que j'ai faits me disent, je peux me tromper, mais l'éléphant est tellement gros, hein, qu'il soit gros chouïa ou la gros bzef, hein, ça ne change pas le raisonnement. Allez, je vais vous proposer la chose suivante. 10% de la population bénéficie de 40% de la subvention. Je vous promets que je suis très modeste. Là, je suis très modeste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au motif du développement, hein, au motif de recoudre la société, etc., ce sur quoi j'étais parfaitement d'accord entre 2000 et 2005, il fallait recoudre la société. Quand tu veux recoudre, ça demande des moyens. Mais point trop, non faut. Il y a un moment où on passe, hein, d'un truc normal vers l'excès. Donc il faut regarder, ça c'est le premier domaine du budget, de tout ça. Hein. Ce faisant, avec ces histoires de subventions, avec ces histoires de subventions, surtout les subventions implicites. Les subventions implicites, hein, ça a été calculé par le PNUD a fait une étude, patati patata, Al-Qassidi, c'est quelque chose entre 10 et 11 milliards de dollars. C'est d'actuer là. Mais les 10 ou 11 millions de dollars, ça manque à Botarfa. Donc on est dans une situation complètement ubuesque où Botarfa n'a pas les moyens de financer ses investissements, mais on lui a piqué sous la table de l'argent. Est-ce que vous voyez il y a une espèce de dérèglement majeur? Perversion du système. Hein? On lui dit, Botarfa a investi parce qu'il y a trop de coupures, et comme j'ai pas de quoi investir, le trésor, directement ou indirectement. Rendez-lui sa ressource. Rendez-lui sa ressource, qu'il puisse investir. Améliorer son taux de marge. Et en même temps, dites-lui, on vous rend votre ressource, pour ça, organisez-vous, formez, etc., etc. Mais le secteur public, il est mis dans une situation de un sleeping partner. C'est valable pour d'autres entreprises. Hein. Ciment. Bon, l'électricité, le ciment, les lubrifiants. Sonatrach, elle perd 6 milliards à peu près de dollars chaque année. Pour que Abdelat Ibn Chnoub, hein, le pauvre petit Abdelat Ibn Chnoub qui n'a pas un sou, puisse aller de Alger à Tlemcen, voir sa famille, pour moins de 1000 dinars. Même fait la péage ou l'essence pas. Vous avez compris? Alors tout cet argent, il manque là-bas, hein, pour le petit garçon de Tissimsif qui va monter à pied sous la neige pour aller à l'école. Où est-ce qu'on va? Alors, ça c'est la sphère du service public. La sphère économique, dans la sphère économique, l'évaluation, moi j'ai trois priorités. Première priorité, chacun sait, je les mets par ordre d'urgence, j'allais dire. Première priorité, c'est la lutte contre l'inflation.
avons-nous les bonnes politiques, programmes et projets pour lutter contre l'inflation? Parce que je vais vous dire une chose. Pratiquement aucun d'entre nous, sauf si je me trompe, ne souffre vraiment de l'inflation. Parce qu'on a tous. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous sommes tous placés dans la perspective inflationniste. Hein? Ce matin-là, hein? Moi j'augmente mes tarifs de mes conférences. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes tous, chacun à sa manière, placés dans une situation d'adaptation à l'inflation. Et le retraité est à 6 000 dinars. Vous savez qu'il y en a. Le retraité est à 6 000 dinars. Lui souffre de l'inflation. Moi, je ne souffre pas de l'inflation. Quand les prix augmentent, vous savez, les prix ont augmenté, donc il faut que l'État arrive. Pas aujourd'hui, hein, c'est vrai. J'ai vu commencer à s'inquiéter. Dans une société, il y a toujours deux catégories de personnes. Celles qui sont placées dans la perspective, c'est-à-dire qui peuvent s'ajuster. Voilà, la raison, ils s'ajustent. Ils ajustent leurs revenus, ils ajustent leurs prix, ils ajustent leur débarras. Et ceux qui ne peuvent pas s'ajuster. Or, c'est la majorité des gens. Donc la lutte contre l'inflation est, pour moi, le premier problème de la politique économique. Pour moi, c'est la première urgence. Parce que ça, c'est vraiment le quotidien de la population. La lutte contre l'inflation, c'est le quotidien de la population. C'est le premier domaine. Deuxième domaine, alors ça a fait du bruit récemment dans la presse ou le Huss Battle, c'est la question de la situation et des perspectives de notre secteur des hydrocarbures. Pourquoi je dis ça? Voilà aussi pour des raisons évidentes. Hein? 40 à 50% du PIB en fonction des années, 70% des recettes du ministère des Finances, 95, 96 ou 97% des recettes des exportations, etc. Alors dire qu'on doit évaluer l'état des lieux dans le secteur des hydrocarbures, c'est faire un travail d'économiste de base. Hein? Et non pas dire c'est vrai, c'est ça. Donc, ma conviction, pour le bien de ce pays et pour son avenir, il faut regarder de très très près. Moi, ma thèse, elle est connue. Certains amis, encore une fois, ne sont pas d'accord, mais ma thèse, elle est connue. Nous avons fait trop de gaz, pas assez de pétrole. Nos clients sont malades. Ça ne veut pas dire qu'on va les achever. Vous savez que 4 pays font 92% des ventes de gaz. L'Italie 44, l'Espagne 28, la France 12 et la Turquie 8. Le Colchi, c'est 92% en France. L'Italie et l'Espagne sont en mauvais état. Et il fera partie de leur politique, et je l'accepte comme économiste, et il fera partie de leur politique au cours des 10 dernières années de nous demander de baisser les prix. D'accord? Et c'est une logique élémentaire. Les clients vont demander la baisse des prix ou les il faut qu'on en parle. Et en parler, c'est pas quitter le... Hein? Qu'on en parle. Où en sommes-nous dans les relations avec l'Italie, l'Espagne et la France dans le domaine de l'exportation gaz? Jean-Marc Ayrault a dit à EDF, GDF, nos acheteurs, et il faut suivre ce qui va se passer en France au cours des 3 prochains mois sur la politique énergétique chez eux, parce qu'elle a un impact direct sur nous. L'Espagne est dans un état. L'Italie, on va voir ce qui va sortir des élections, mais bon, c'est pas plus brillant, etc. Donc quand je dis regardons les choses calmement, et ma thèse est la même depuis, ma thèse est la même depuis 2002. Nous faisons trop de gaz, pas assez de pétrole. Nous faisons trop de gaz, pas assez de pétrole. Ah oui, non, c'est bon. Et puis les offreurs de gaz, vous savez, actuellement, le petit Qatar. Ah, le petit Qatar. Moi, vous savez, je suis le Qatar. 200 familles.
qui dirige 200 000 Qataris, qui dirige 2 millions de visiteurs. C'est ça le Qatar. 200 familles, dirige 200 000 Qataris de nationalité, etc., qui dirige 2 millions de visiteurs. Ah, donc le Philippe, ce pays a pour seule chance d'exister internationalement. Ils sont 200. Hein? Ils sont 200. Leur seule chance d'exister sur le plan international, c'est leur richesse et leurs moyens. Hein? Donc ils zobou, ils biou, ils kasserou, etc. Qui va payer la note? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut regarder les choses. Donc il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires, tout va très bien, Madame la Marquise. Et on dit tout va pas très bien, Madame la Marquise. Il faut qu'on regarde de près le gaz, pétrole. Je n'ai pas d'a priori, mais asseyons-nous et parlons. Parlons quantité, parlons prix, parlons contrat, parlons perspective, parlons ce qui se passe. L'Europe du Sud, monsieur l'ambassadeur, vous savez qu'elle est mal barrée. Le temps qu'ils fassent des ajustements structurels pour être digne de l'euro. Parce que l'affaire est loin d'être réglée. Bon, Hollande dit ça y est, on a sauvé l'euro, il a été élu, mais l'affaire est loin d'être réglée parce que l'Europe du Sud doit faire des ajustements structurels massifs pour s'ajuster à l'euro tel qu'il est. L'Europe du Nord ne permettant pas une dévaluation de l'euro, il faut que l'Europe du Sud fasse ce qu'on appelle la dévaluation interne. On ne dévalue pas la monnaie, mais on dévalue les prix et les salaires. Ça, c'est la règle de base chez les économistes. Donc, il va falloir qu'ils s'ajustent. Dans cet ajustement, étant donné leur dépendance énergétique, ils vont demander à Madame l'Algérie de... Ça, c'est le deuxième. Troisième, j'ai fini. Troisième sujet qui me paraît d'une très très grande importance, il faut qu'on regarde l'efficacité et l'impact des politiques de l'emploi. Notamment, dans un cadre plus général, mais il faut bien commencer par quelque chose qui s'appelle l'intervention économique de l'État. L'intervention économique de l'État. C'est quoi l'intervention économique de l'État? C'est quand l'État intervient, soit pour faciliter la production, soit pour faciliter l'investissement. C'est ça l'intervention économique de l'État. Elle coûte 6% du PIB. C'est pas vrai. 6% du PIB. 6% du PIB. C'est énorme. C'est énorme. Et alors, il y a, dans l'intervention économique de l'État, il y a deux volets, les exonérations, ce qu'on appelle les exonérations fiscales, la dépense fiscale, c'est-à-dire l'argent qui ne rentre pas. Et il y a l'aide financière. Donc si vous ajoutez l'exonération fiscale et l'aide financière, vous êtes à 6% du PIB dans un pays, je répète, qui investit 2% dans l'industrie et les services modernes. Alors c'est la théorie du millefeuille en matière d'intervention économique de l'État, d'exonération. C'est quoi la théorie du millefeuille? C'est-à-dire que chaque gouvernement arrive et met sa propre couche. Et jamais, on n'enlève jamais la couche précédente. On n'enlève pas la couche précédente, mais on ajoute une autre couche. Alors, à la fin, la peinture, elle est absolument dégueulasse. Puisqu'on n'a pas enlevé les couches. Donc, on est dans des situations où l'intervention économique de l'État, 6% du PIB, est évaluée, notamment dans cette intervention économique de l'État. Alors, je vais vous donner l'intervention économique de l'État, les dépenses fiscales. Dépenses fiscales, c'est-à-dire l'argent qui ne rentre pas. Alors, je vais vous donner une évaluation modeste. 4% du PIB. Vous allez me dire, mais comment il arrive à 4% du PIB? Je vais vous donner un exemple. Deux exemples. Premier exemple, la défiscalisation outrancière et inutile de l'agriculture. Je ne dis pas les produits de base, les tefah, ou les fraises, ou la chambre froide, ou la baisse allée. Slim, il m'est arrivé une fois, je vais vous faire une confidence. Avec la glacière, la chambre froide, معمرة دراهم. Wallah, Mustafa, je l'ai vu. C'est de l'argent strict. L'argent, il y a 10 ans, pour des raisons qu'on connaît, pour l'agriculture, etc. Mais jusqu'à quand? Et surtout de façon non sélective. Les céréales, hein?
On peut enrichir nos agriculteurs plutôt que les Canadiens. Mais les fruits et légumes, ou tufa, ou nesmachia. Alors j'ai fait une évaluation très simple. Hein? Très simple. Prenez la PIB agricole. Hein? Appliquez-lui le taux de prélèvement moyen à toute l'économie, vous allez tomber à 200 milliards de dinars, c'est-à-dire à 1,5 PIB. C'est tout. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'il faut y aller à l'éveil. Hein, mais et puis expliquer aux gens. Au nom de quoi, moi, je dispense de payer les impôts, celui qui a des vergers immenses, ou les salles froides, ou les chambres froides, au nom de quoi? Moi, je n'ai pas été élevé comme ça. On avait un professeur Mustafa Raymond Barre. Il nous réunissait en doctorat, il nous regardait comme ça. Alors, j'avais qu'on était en doctorat, hein? Et il nous disait, messieurs, je vais apprendre, Raymond Barre, messieurs, cette année, on va en doctorat apprendre un peu d'économie. On croyait qu'on connaissait tout. La première séance, vous savez, messieurs, il y avait une seule fille. Mademoiselle, messieurs. Ah, l'économie est une science lugubre. Ça veut dire quoi? Raymond Barre. Hein? Ça veut dire que si on ne paye pas aujourd'hui, on paye demain. Vous avez écouté la radio ce matin? Hein? J'ai lu. La première vertu d'un instituteur, c'est la répétition. Très belle. Bon, donc, on a des problèmes sérieux. Il faut en discuter. Et on n'est pas en train de faire la révolution, on discute. On discute et on ajuste. C'est ça l'évaluation. Discuter pour ajuster. Et puis, il y a le programme des... Donc, il y a ça, il y a Andy Ansège. Eh ben, donc Andy Ansège. Andy Ansège, c'est 90 milliards de dinars en 2011. Subhanallah, 90 milliards de dinars. Mais c'est des chiffres connus, hein, quand on regarde des choses. Je ne suis pas en train de trahir les secrets d'État. Il descend voir. Eh bien, Andy Ansège, c'est 90 milliards de dinars. On est de quoi? 90 milliards. Je ne dis pas que dans les 90 milliards de dinars, il y en a peut-être 30, 40, 50, mais pas 90. Hein? C'est des dépenses fiscales. Si on ajoute à Andy Ansège dépenses fiscales, l'aide financière, j'ai fini. Bravo. Merci. Merci. Bon, on ne se lasse pas de vous écouter, hein, comme d'habitude. Même si, hein, de temps en temps, il y a des gens qui haussent la tête, etc. Eh bien, qu'ils s'expriment. Alors, je vais... Hausser la tête, c'est le début du dialogue. Ah, c'est des questions qui sont extrêmement intéressantes, ces questions d'évaluation. On s'est tous interrogés, et puis il m'arrive parfois de discuter avec des gens en disant on est probablement dans le pays au monde le plus subventionné. Et si on devait ajuster les salaires avec toutes ces subventions explicites et implicites comme définies, on se retrouverait avec une situation sincèrement très différente. Un intervenant, enfin un présent dans la salle m'a posé la question qui tue M. Benachnou, celle de M. Benachnou quand il était au gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors je vous laisse entre les mains de la salle. Il a déjà posé la question qui peut conduire Sidi Snoussi. C'est pas lui. Ah, moi, ma place est prête d'abord. Alors, on va peut-être ramasser voilà, on va ramasser quelques questions. Alors, dans l'ordre, ce qu'on va faire, s'il vous plaît, soyez bref, parce qu'on va gérer le temps. Ne faites pas de longs débats économiques, posez des questions, laissez M. Benachnou vous répondre. Je prendrai d'abord 3 questions, 3 réponses, 3 questions, 3 réponses. On fera en tout et pour tout maximum. M. Benachnou doit quitter à 10h30. 11h? Non, 10h40. 10h40, très bien. Donc on fera un 4 rounds de 3 questions. Ça fera 12 questions. En dessous. C'est pas grave, levez-vous et parlez fort. Voilà. Comment on fait? Présentez-vous s'il vous plaît. Hein. Merci.
Technicien, je connais un mec. On va demander une remise. Ah oui, je suis sérieuse, Aziz, hein. Allez-y. On est sorti malade. Monsieur Beritima Halim, je suis universitaire de Nigeria, sociologue de l'entreprise. Donc, ma question pour Monsieur le ministre, vous avez placé l'évaluation entre la sphère économique et la sphère publique. Vous étiez ministre, je pense que depuis que vous avez quitté ce poste-là, l'économie algérienne est toujours restée une économie d'assisté, ou une économie assistée d'assistanat. On n'est pas passé à l'économie productive. Vous avez donné des exemples de l'enseignement supérieur, c'est un enseignement quantitatif, ce n'est pas un enseignement qualitatif. Il y a le bac politique aussi. Et on n'a pas cette culture, on n'a pas encore instauré la culture d'entrepreneuriat et de management dans le domaine politique, même dans les collectivités locales. C'est-à-dire quand vous parlez des partis politiques algériens, à un certain moment, je n'ai pas compris entre évaluation, contestation, opposition. Vous avez parlé des républicains contre Obama. Mais le problème qui se pose, c'est que nos partis politiques, ils n'ont pas fait une auto-évaluation. Il y a deux leaders politiques. Un qui est parti parce qu'il a été rattrapé par la vieillesse. Deuxième est parti parce qu'il s'est retrouvé dans une illégitimité politique. Donc, les leaders des partis d'opposition, ils critiquent le FLN, mais ils font la politique du FLN parce qu'ils sont depuis 20 ans dans ces partis politiques. Alors je pense que notre économie, elle n'est pas passée à l'étape du management, d'entrepreneuriat et de la productivité. Vous avez donné l'exemple de l'autoroute, c'est vrai. Au Maroc, on construit des tronçons, c'est-à-dire d'investissement entre Casa, Marrakech, donc il y a le pays, il y a l'essence, etc. Et quand on fait le bénéfice de cette autoroute, on passe à un autre tronçon. En Algérie, on a fait une autoroute que moi je considère un projet beaucoup plus politique, économique, et merci. Première question. Deuxième question, s'il vous plaît, monsieur. Allez-y, allez-y. Il y a le monsieur, après on... C'est Younes Saadi, journaliste au quotidien Reporter. Quotidien Reporter. C'est un nouveau, ça. Oui, c'est nouveau. J'ai des questions à vous poser, monsieur le ministre. La première concerne les dépenses militaires. On critique les dépenses liées à la santé, l'éducation et tout, mais personne n'ose aborder la question du budget du ministère de la Défense, un budget colossal. On ne sait pas comment est dépensé. Pourquoi on n'ose pas ouvrir le débat sur ça? Même dans les dépenses, dans les calculs des importations, on ne parle jamais des équipements importés, c'est-à-dire le montant. On parle toujours des balances commerciales excédentaires, mais on ne parle jamais de ces dépenses. Bon, c'est la première question. La deuxième concerne l'économie. La production. Pourquoi toujours on se base sur des questions liées à l'agriculture? On parle d'agriculture, mais pourquoi on ne parle pas des importateurs? On dit qu'il y a l'exonération des fellahs qui produisent des choses de première nécessité, mais on voit que chaque jour des importations, on voit des bateaux qui arrivent, des conteneurs, mais aussi si on parle de... Alors, mon collègue et ami Abdelkader Benacheno a parlé des problèmes d'évaluation. Je crois que globalement, je suis d'accord avec lui, il a dit. Nous sommes dans une situation absolument invraisemblable, une extension fantastique. Alors, il n'a pas dit le pourquoi. Je crois qu'il faudrait peut-être dire comment on est arrivé à cette situation où tout est rentré dans le social, a été considéré comme social et pris en charge par l'État. Les glissements successifs de période en période où l'État se mêle de faire ce qu'il ne doit pas faire et ne fait pas ce qu'il doit faire. Ça, c'est un problème extrêmement important. L'État régalien est inexistant, l'État puissance publique est inexistant, l'État qui construit des logements, ce qu'il ne doit pas faire,
par exemple, je prends cet exemple-là. Quand on me montre à la télévision, lui, il a donné des exemples, on dit des gens à qui on construit gratuit sur le budget de l'État, etc., qui ne payent pas d'impôts, qui ne travaillent pas. Alors que moi, je me suis cassé la tête à travailler, à suer pour avoir, et qui on vient me demander des impôts, je dois. Bon, là, c'est un problème. La question est de savoir pourquoi on est arrivé là. Et pourquoi on n'arrive pas à en sortir. Deuxième question, vous n'avez pas abordé le problème qui a été effleuré, l'ouverture brusque et indiscriminée de l'économie qui a créé le lobby. Certains me disaient quand je faisais l'école, le lobby des importateurs. On est tombé dans la nasse. Le démantèlement, c'est ça? Oui, le démantèlement tarifaire, etc., trop rapide. On a fait plus que ce que le KFMI nous demandait. D'accord. Merci Fatima. Réponse aux 3 premières questions. Alors, je vais commencer par Fatima, parce que c'est une dame. Hein? 2 questions posées. Comment sommes-nous arrivés là? Eh ben, je vais vous restituer ma compréhension de l'affaire. Fatima Zahra a raison de dire que tout a glissé sur les 10 dernières années. Ça ne pouvait pas glisser beaucoup les années précédentes pour une raison très simple, on n'avait pas de sous. Hein? On a passé notre temps à rembourser la dette issue d'une erreur de gestion monumentale. La dette algérienne, sur laquelle on a fait de l'ajustement, est issue d'une erreur de gestion monumentale. Mais les historiens de l'économie, ils font les bras. Alors, donc on n'avait pas de sous, c'était pas... Quand à partir de 2000, la question est plus complexe. Elle est plus complexe pour la raison suivante. Rappelez-vous, Fatima, que lorsque le président a été élu, il y avait une tâche sur la table qui était la réconciliation nationale, qui était la concorde civile, enfin tout le monde se souvient de ça, hein, les plus jeunes et les plus anciens. Et il fallait donc, ce que j'ai essayé d'expliquer, recoudre la société. Alors, la société, vous ne la recousez pas avec des belles paroles. La société, vous la recousez en reconstruisant les écoles qui ont été détruites, en reconstruisant les hôpitaux qui ont été brûlés, en remettant les infrastructures de transport en état de marche, etc., etc. Qui pouvait contester au président le droit de faire ça? Personne. Bon. Mais là où le problème c'est compliqué, donc on a eu ce problème de la reconstruction et le problème de protection sociale, c'est-à-dire quoi la protection sociale? D'une façon ou d'une autre, redonner aux Algériens un peu de pouvoir d'achat après ce qui s'était passé pendant 10 ans. Sous une forme ou sous une autre. Je ne rentre pas dans les détails. Tout ça a été fait, correctement fait. Bon, j'étais aux finances à cette époque-là, j'alertais quand il me semblait qu'il y avait quelques excès, mais enfin bon, dans l'ensemble, ça baigne. On reconstruit, on protège le pouvoir d'achat, on distribue un peu, bon, c'est ça. Mais j'ai eu toujours l'habitude de dire que même une bonne idée peut être excessive. Et ça le problème. À partir de 2005, 2006, on n'a pas compris qu'on avait changé de période. Et que le retricotage de la société avait avancé, que c'était très bien fait, enfin bien fait ou pas bien fait, mais en tout cas c'était fait. Et on a continué sur la lancée. À la fois en termes de dépenses d'équipement et en termes de protection sociale. Continuez sur la lancée comme si de rien n'était. Pourquoi, Fatima? Pour une raison très simple, c'est que si vous regardez les prix du pétrole entre juin 2004 et octobre 2005, on a une croissance vertigineuse. Et voilà le pauvre ministre des Finances que j'étais, face à des demandes importantes, hein, mais qui était obligé de dire attention, il y a la soutenabilité des finances publiques. Hein. Un père de famille, c'est pas un père de famille, c'est quelqu'un qui voit loin. Donc, je n'ai pas pu. Et puis c'est tout, il faut avouer, et c'est la réponse à la question initiale meurtrière de Saïd. C'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que ma résistance a été infiniment plus faible que l'assaut des dépensiers, c'est tout. J'avais mis en place le fonds de régulation de recettes en 2000, simplement pour dire attention, on n'allait plus mendier sur les marchés internationaux comme vous l'avez fait en 92, 93, 94. Hein. On allait mendier pour acheter des bateaux de céréales pour nourrir les Algériens. Donc j'avais mis en place un cliquet, ça s'appelle le fonds de régulation des recettes. C'est le cliquet. Vous n'avez pas le droit de tout dépenser. Hein. On a gagné au loto aujourd'hui, mais on laisse un peu pour plus tard. Bon.
Ça n'a pas marché parce que ça n'a pas marché. Et puis c'est tout. Hein, j'ai quitté le gouvernement à 2 reprises exactement pour ces raisons. C'est important parce que... Eh oui, c'est ça. Là, ma dit, je t'adore. Non, Fatima, il n'y a pas eu... à 2 reprises, et je le dis maintenant parce qu'il faut que nos jeunes amis le sachent, j'ai quitté le gouvernement à 2 reprises. La première reprise, en désaccord avec Ali Ben Fliss sur qu'est-ce qu'on fait de la loi sur la monnaie et le crédit, qui est pour moi une loi essentielle dans la conduite de la politique économique, et la deuxième fois sur le financement de l'autoroute, où j'étais fermement opposé à un financement totalement public de l'autoroute. Et je disais, on donne déjà l'assiette foncière, Fiha Baraka. En France, l'assiette foncière coûte 25% des projets. L'assiette foncière, pour faire passer une autoroute, ça coûte 1/4 du prix. Yallah, on va mettre 1/4 du prix à travers l'assiette foncière. On nous aide al Baraka, histoire d'être présent, on évalue nos apports. Ça se fait là en comptabilité, on évalue nos apports. L'assiette foncière, ça coûte de l'argent. Le directeur général de Trésor, on monte à 33% de l'entreprise concessionnaire, on est présent et on ne paye pas. Voilà ce qu'était ma politique. Parce que j'ai toujours dit au président, je le vois aux amis qui sont ici, Monsieur le Président, vous avez plus de courtisans que de partisans. Bravo. C'est tout, je le pense. Et c'est pas... Monsieur le Président a plus de courtisans que de partisans. Le partisan, c'est celui qui regarde de son ami. Je sais que ces histoires. Financement totalement public de l'autoroute. J'apporte l'assiette. Je suis à Baraka. Je suis présent aux organes sociaux et on discute tarification, investissement, enfin ce qui se fait dans le monde entier. Totalement public pour des sacs. Tout ça. Bon, alors Fatem Zahra, j'ai répondu à tes questions, amicalement comme tu le sais. Alors, sur l'autre question, sur la question du démantèlement, je suis totalement en désaccord avec toi, Fatem Zahra. Totalement. J'explique pourquoi. L'ouverture de l'économie, les démantèlements, ils ont ouvert. Non, le démantèlement, la suite de la phrase. Je ne suis pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Le démantèlement, je l'ai négocié, on a préparé le tarif douanier, j'étais vraiment dans la phase de préparation de négociation du démantèlement. Ce qui s'est passé, peut-être qu'on a négocié une période pas assez longue, mais on a négocié un démantèlement en 3 phases. Mais en 3 phases. C'est-à-dire la phase matière première, la phase intrant et bien d'équipement et la phase produit fini qui est la phase finale. Alors les gens qui disent maintenant le démantèlement, c'est pas le démantèlement, c'est nos pratiques commerciales, parce que le démantèlement, on produisait des Airbus, pour avoir peur de Airbus, ou là on produisait des biens d'équipement à commande numérique pour avoir peur des importations de biens d'équipement à commande numérique. On produisait des yaourts et du fromage. Salam alaikum. Phase finale. Mais des boissons. C'est un point très important parce que quand les gens réécrivent l'histoire économique de l'Algérie, il y a toujours des boucs émissaires. L'Algérie n'était pas productive. La matière première, par définition, le démantèlement de la matière première est une subvention à la production, par essence. Oui. Oui. Que ça. Subvention à la production, puisque le type ne paye plus de douane sur son importation. Les biens d'équipement, on n'en produit pas. Où sont les biens d'équipement? Il y a eu le fameux complexe Seman, de Boumdien, de Yassir Lahmouk, qui était un grand complexe de biens d'équipement. Mais j'apprends hier par la presse que le groupe Khelbouch va produire un peu de tracteurs. Bon, c'est des choses très sérieuses parce que le Huss, السوق معمر بالحس شكارة تاع الحس في السوق pas d'analyse. Les gens sont là, si l'industrialisation de l'Algérie a reculé, c'est parce qu'il y a eu le démantèlement. Il faut analyser les choses et il faut les analyser de façon professionnelle. Le secteur industriel a reculé en Algérie pour des raisons de gouvernance, pas pour des raisons de démantèlement. Non, j'ai atteint l'âge où le his bizarre, pour vous dire la vérité.
Bon, il y avait une Il y question avait deux autres importante. questions. Il y avait une question sur les budgets militaires. De ce point de vue, permettez-moi de vous dire deux choses. S'il vous plaît. Pour les raisons que chacun d'entre nous connaît, les problèmes de sécurité en Algérie se sont plutôt aggravés au cours des dernières années qu'ils ne se sont réduits. Une fois qu'on a eu dit ça, beaucoup de choses. Il n'empêche que on peut améliorer un petit peu les choses en termes d'efficacité. En termes d'efficacité. On pourrait prendre exemple sur les pays moyennement développés, les Turcs, les Arabes, mais le fond du problème reste que, en raison de ce que vous savez, donc, on est très très prudent sur cette affaire-là. Là. Et puis chaque ministre des Finances jure devant le président de la République que cette affaire est une affaire sérieuse. D'accord? Allez, une faute. La troisième question. La troisième question, c'était le professeur de BGA. Sur la j'ai le nom. Alors, c'était la Sistana. Honnêtement, je crois avoir répondu en partie à votre question. J'ai expliqué les deux phases de la décennie 2000. Une première phase où il fallait recoudre, réparer, embellir un petit peu, donner de l'espoir jusqu'à 2005-2006. On l'a fait et je ne le regrette pas du tout. Mais simultanément, alors pour ceux d'entre vous qui sont des économistes, pas des financiers, des économistes, et s'ils regardent l'état de notre législation concernant les différents secteurs. C'est bien et bien. 2000-2006. Je crois honnêtement et en toute modestie qu'avec des personnes présentes dans cette salle, nous avons essayé de faire bouger les lignes pour préparer l'avenir. Nous avons essayé. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi. On a essayé. Je peux vous citer quelques exemples. Premier exemple, on a ouvert le secteur des télécoms. D'accord? C'était pas rien. C'était pas rien. Deuxième exemple, quelques exemples. Le secteur des télécoms a été ouvert. Deuxième exemple, on a engagé une réforme bancaire de fond. Notamment la privatisation du CPA. Je continue à croire qu'elle était indispensable. Troisième exemple. Je continue à croire qu'elle était indispensable. Vous croyez que je déteste le CPA? Je n'ai aucun intérêt au CPA. Je n'ai aucun compte chez eux. C'est pour moi une des banques publiques, mais il était urgent de rééquilibrer l'industrie bancaire. Rééquilibrer l'industrie bancaire, c'est-à-dire changer la frontière entre le public et le privé, ça ne veut pas dire un plan de colchir. Mais à partir du moment où est arrivé ce qu'on sait, et qu'il y a eu la fameuse circulaire de août 2004, à l'argent public dans les banques publiques, on a ruiné la réforme, c'est la maladie qu'on travaille. Troisième exemple, je finirai, parce que là l'histoire va être réécrite par les spécialistes plus que 15 fois. La loi sur les hydrocarbures de 2005. Je te filme. L'histoire va peut-être rappeler que cette loi a été motivée par un seul objectif, qui était le développement de l'attractivité et de l'investissement dans le secteur. Et on a commencé. Personne, je le répète ici, personne ne s'est assis avec l'autre pour dire qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors est venue la hausse des prix du pétrole, j'en ai parlé tout à l'heure. Est venu avec l'Abdullah Yahdi. Et شنو هذاك الفنزويليان؟ On n'a pas le certificat d'études pour analyser nous-mêmes nos affaires. Alors, amendement de la loi, et on a vu, l'histoire commence à s'écrire. L'histoire commence à s'écrire. C'est pas qu'elle va s'écrire, l'histoire commence à s'écrire. Un Naft fait des appels d'offres. Vous savez ce qui se passe?
Alors je ne dis pas qu'on n'aurait pas peut-être pu ajuster différemment, etc. Mais allez, mais discutons. Mais si vous lancez une horde de députés, avec l'ihtiram al-akharin, hein? Il y a des députés de qualité, محترمين. C'est une horde de députés, قال هذوك باعوا البلاد. On verra qui bat le bled. Dans la longue durée. Mais chacun peut dire ce qu'il veut. Hein. Voilà, j'ai répondu. Donc on a essayé, pour répondre à votre question, j'ai oublié quelque chose de très important, on a voulu changer la gouvernance du secteur public à travers les mécanismes de financement des découvertes. Nous avons un découvert, et là, le Parlement est à la nation. Article 85 de la loi de finances pour 2005. Monsieur, vous avez une question de la part de Monsieur Chekhi, de Monsieur Sokhal dans l'ordre et de Monsieur Naïd Brahim. Allez, Monsieur Chekhi. Bonjour, Monsieur Chekhi pour l'agence Reuters. Je vous suis depuis très longtemps, Monsieur le ministre, depuis plus de 10 ans. J'ai vieilli. Il y a un petit débat aujourd'hui. La thèse est développée par Abdelhak Lameri, qui estime que, grosso modo, les économistes ont failli dans ce pays. Qu'ils sont finalement de mauvais conseilleurs et qu'ils ont induit en erreur les politiques. Donc je ne sais pas quel est votre point de vue à vous. Est-ce que vous avez failli ou est-ce que ce sont les politiques qui ne vous ont pas écouté? Je me rappelle un jour, vous aviez dit vous aviez l'oreille du président. Moi j'ai dit ça? Oui. C'est pas vrai? J'étais présent. Et donc, ça me rappelle une histoire. On avait un type. Ça y est, vous avez posé votre question. C'est pas question. Il y a une histoire là qui est comme une anecdote. C'était un garçon, un Algérien, agréable comme nous tous. Le président m'a dit. Hein? Le président m'a dit. Tu es sûr qu'il t'a dit ça? Et lui, il m'a dit ça, mais il m'a dit surtout, ne dis pas que tu me l'as dit. Bon, ma conviction profonde, je vais vous la dire. Notre système politique est trop fragile pour faire face à la complexité des enjeux économiques du pays. Il a failli. Il a failli, il n'a pas failli. On n'a peut-être pas fait suffisamment. On n'a peut-être pas démissionné avant. Peut-être. Peut-être. Mais moi, j'ai toujours agi en toute conscience. Et d'autres personnes ont aussi agi en toute conscience. Je ne suis pas le seul, hein, parce qu'il ne faut pas non plus personnaliser les trucs. Moi, je peux vous citer des gens qui ont dit « Ah, je ne suis pas d'accord ». Ou Kharjo, à différents niveaux, il n'y a pas que les ministres. Mais il y a des gens, je vous disais tout à l'heure, notre président a plus de courtisans que de partisans. Parce que le partisan, c'est celui qui regarde son ami ou son chef et lui dit « Yal haj, wallah la rakrat ». Et il y a des gens qui ont eu le courage de le dire. Et je vais vous dire, c'est pour ça que mon espoir est immense, je ne suis pas le seul. Et on dit à un moment, il y avait un type dans les années 70, il y avait un type, petit de taille, qui s'appelait Abdullah Khoja, à qui on ne rend pas assez hommage. Hein? Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord. Eh bien, Abdullah Khoja, petite taille, commissaire au plan, il disait à Monsieur le Président de la République, où allez-vous me dire? Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est ça. Hein? Parce que c'est facile. Je suis d'accord, je suis d'accord sur ça. Zed. Ali Sokhal. Oui. Ali Sokhal, membre de CAIR. J'ai entendu votre position, Monsieur le Ministre, sur notamment le positionnement, on va dire, énergétique. Oui. Et votre position que vous nous avez rappelée ce matin, qui a l'air d'être beaucoup plus orientée, donc optimisation de nos réserves et nos exportations en matière de pétrole versus gaz.
On a eu une petite aparté il y a quelques jours, on s'était vu lors de la conférence HSBC, on a parlé transition énergétique. Oui. J'aimerais connaître votre position, notamment sur ce sujet, et notamment via le levier qui concerne les énergies renouvelables. Je vous remercie. Je vais vous dire très franchement ma position. Le premier élément de toute politique énergétique, c'est l'économie de l'énergie. D'accord? Il y a un gaspillage d'énergie dans ce pays que vous ne pouvez pas vous imaginer. Si on avait les bonnes statistiques pour mesurer ce qu'on appelle l'élasticité énergétique de chaque point de PIB. C'est comme ça qu'on calcule. Pour chaque point de PIB, combien on consomme d'énergie. Ça existe. Il y a un gaspillage colossal. Qui est le résultat de quoi? Qui est le résultat simplement que la société a reçu les mauvais signaux. La société a reçu les mauvais signaux. C'est les pires signaux que la société algérienne s'est donnée à elle-même. Je parle très sérieusement. Donc commençons en matière de transition énergétique par régler ce problème-là, c'est-à-dire de dire aux Algériens, avec le carburant, etc. Parce qu'on a parlé de transition énergétique. Ça, c'est pour moi presque le préalable à toute réflexion vraiment sur la politique. Maintenant, si on arrive à la politique et si on voit les choses de façon correcte, je crois d'abord que la politique gazière, il faut qu'on la discute. La politique gazière pour l'exportation, j'ai émis depuis 2004 des réserves importantes. Sur la base de choses très simples. L'offre et la demande au plan mondial et les coûts de production chez nous. L'offre et la demande au plan mondial et les coûts de production chez nous. Parce qu'il ne suffit pas de dire chiffre d'affaires, il y a le hajjaj. Chiffre d'affaires du gaz. Chiffre d'affaires du gaz, chiffre d'affaires. Moi, je suis fils d'un commerçant. C'est pas le chiffre d'affaires qui compte. C'est pas une question de chiffre d'affaires. Moi, je ne suis jamais impressionné par les gens qui me parlent de chiffre d'affaires. Parlons de taux de marge net, filière par filière. Yaourt au chocolat, haja, ou yaourt à la fraise, haja, ou yaourt au pistache, haja. Filière par filière. Avec une comptabilité analytique qui est en mesure de me dire combien me coûte le mètre cube de gaz qui dit kharj ou yitla, plus son transport, et combien avec Zaban el-Hay, il me le paye. Moi, je suis prêt à cet exercice. Pas pour moi. Pour définir la politique énergétique. Quant au gaz pour les besoins intérieurs, étant donné ce que j'ai dit sur l'économie d'énergie, restera la question fondamentale, qu'est-ce qu'on fait du gaz dans l'industrie? La gazo-industrie, est-ce qu'on est capable de développer ça, sous quelle forme, avec qui, etc. Avec qui, il faut trouver un partenaire. Est-ce qu'on met plus de gaz dans le phosphate et avec qui? Est-ce qu'on met plus de gaz dans l'aluminium et avec qui? Je vous le dis très franchement et dès maintenant. Tout seul, on ne peut pas. Est-ce qu'on va faire un peu plus de phosphate avec les Indiens? Ils ont besoin d'engrais. Donc les Indiens sont des gens très raisonnables. Il faut qu'on nourrisse leur population. Et ils disent, ce serait bien si on pouvait faire un peu d'engrais ensemble. Et là, on va discuter avec les Indiens et on leur donne du gaz. Puisque de toute façon, on ne leur donne pas. Mais puisque de toute façon, avec le gaz, quand on l'exporte, vous voyez le type de problème qu'on a, etc., etc. Donc cette histoire. Alors on arrive évidemment aux énergies renouvelables. D'abord, avant les énergies renouvelables, il y a le gaz de schiste. Moi, j'en appelle vraiment à une discussion sérieuse entre experts. Entre experts, pas entre politiques. Une discussion sérieuse entre experts. Pour savoir si on en a besoin, à quel coût et pour qui. On est des économistes, à la clé de l'économie. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte et pourquoi faire et dans quel délai et avec quel partenaire. Et ce raisonnement sur le gaz de schiste, je vais l'appliquer, si vous voulez bien, à l'ensemble des autres énergies renouvelables. Pourquoi faire? Combien ça coûte? Avec qui? Parce qu'on a une loi de 2005, je crois, quelque chose de 2000. Je sais pas, il y a une loi sur les énergies renouvelables. Qui peut être contre? Personne ne peut être contre par principe.
Mais mettons des experts pour travailler là-dessus, qui vont nous dire des choses agréables ou désagréables, concernant l'éolien, concernant le solaire, concernant... En tout cas, demandez, là aussi je suis totalement contre, demandez à la Sonelgaz de faire du solaire, اللي يقول لك واش يخصك يا المعلق قال له خاتم يا مولاي. تعرفوا هذاك المعنى تاع واش يخصك يا المعلق قال لك خاتم يا مولاي. Laissons Sonelgaz faire son travail. J'ai parlé de Sonelgaz, hein, c'est bien ça. Laissons Sonelgaz. تلم حوالها comme on dit, تشمل. D'abord sur les énergies classiques, gaz essentiellement, et puis mettons des gens à travailler sur le solaire sérieusement, parce que si on met le solaire sur le dos de Sonelgaz, eh ben on va la ruiner tranquillement encore plus qu'avant. Voilà ma position. Et encore une fois, dans l'idée d'aider le pays, d'aider le débat, enfin le pays, le débat. Mais de dire, il y a une déclaration à l'avenir de l'Algérie sur le gaz de schiste, il y a chez faut me crème le matin. Et encore la question non, non, encore 15 minutes. Parle fort. Oh. Non, avec le vent. Pourquoi le gaz, pourquoi nous ne développons pas plus, j'espère que je ne suis pas trompé, pétrole. Juste après, dans le question-réponse, comme j'ai noté aussi que vous insistez sur le problème du pétrole. Donc pour ma part, un petit peu les gens que je fréquente dans la budget, ne pensez-vous pas que l'histoire ne doit pas être un éternel recommencement pour l'Algérie, sachant que vous avez même cité ça, qu'on a connu une période où on a réellement lié, sachant que le pétrole et le gaz, ce n'est pas une ressource renouvelable, est-ce que ce n'est pas le moment qu'on pense à mettre tout ça de côté comme compte d'épargne, comme compte qu'on met l'Algérie, qu'on mettra en compte de dizaine, et axer tout ce qu'on peut récolter comme énergie, comme idée, comme moyen, pour justement préparer ce jour où il n'y aura plus de pétrole ou de gaz. Ça ne sert à rien de développer du pétrole. De toute façon, dans 30 ans, il n'y en aura plus. D'accord. Donc, est-ce qu'on ne va pas faire quelque chose maintenant au lieu d'attendre ces 30 ans? On va commencer à... Donc moi j'ai dit moins de gaz, vous dites moins de gaz et moins de pétrole. Allez, pour les générations futures et le jour où on va consommer, on monte dès maintenant. D'accord. Votre question est légitime. La question est légitime, mais regardez la macrofinance algérienne actuelle. Ce que j'appelle la macrofinance, c'est le compte extérieur et le budget de l'État. C'est ça la macrofinance. Le compte extérieur algérien actuellement, vous avez donc les exportations d'hydrocarbures, vous avez les importations. Moi, je ne suis pas effrayé par les importations parce que ce sont pour moi les importations. Chaque économiste sait que les importations d'un pays reflètent le profil de sa structure d'investissement. D'accord? Et si on regarde dans le détail les importations, on voit bien que si on change de profil d'investissement, on change automatiquement de profil d'importation, et donc les importations peuvent tomber rapidement, les importations algériennes peuvent tomber rapidement si on change le profil d'investissement. Parce que quand on investit, qu'est-ce qui a boosté les importations au cours des dernières années et qui fait peur? Parce que ça, comme ça fait peur, on dit non, il faut pousser les exportations puisque ça fait peur. Deux facteurs qui ont boosté les importations au cours des 10 dernières années, la politique des grands projets, puisque quand on fait un grand projet, eh ben, il faut importer tout ce qui va avec, et le chinois va apporter de chez lui les biens d'équipement, et le turc la même chose. Premier facteur qui a boosté le... Et le deuxième facteur, c'est la politique du secteur des hydrocarbures. Et notamment quand on continue à faire du gaz, on continue à faire ce qui va avec le gaz, c'est-à-dire les usines Auchan et les usines de traitement du gaz. Alors je vais vous dire une phrase, j'en suis responsable, de toute façon je suis trop vieux pour assister aux conséquences. La politique gazière de l'Algérie a fait les choux gras de 2 ou 3 entreprises dans le monde. Ça c'est le fond du problème.
Vous avez échappé. Parce que quand on dit politique gazière, on dit quoi? On dit vendeur d'équipement. Alors regardons la structure et l'origine des équipements de l'industrie gazière algérienne depuis 30 ans. Et là, ça veut dire quoi, cher monsieur? Ça veut dire que si on suit mon hypothèse sur le gaz, je ne discute pas du chiffre d'affaires, je discute du taux de marge. Et si on se dit, même si on dégonfle les importations, moins de grands projets et moins de grands projets d'hydrocarbures gaz. Je vais vous dire une chose, on peut descendre à 30 milliards de dollars d'importation. On passe de 50, 55, on peut descendre à 30. Sans pour autant que l'activité soit affectée. Alors si on descend à 30, vous voyez déjà que le profil du compte extérieur est en train de changer et je n'ai plus peur. Parce qu'avec 60, j'avais peur. Je n'ai plus peur. Je suis capable de dire, ben, j'ai 30 milliards, allez, on va dire incompressible, en attendant quoi? Que notre politique du transport maritime change, que notre politique de l'industrie agroalimentaire change, que notre politique du médicament change. Et ben, je vais vous dire que si ces politiques bougent, pharmacie, le transport maritime, là on descend à 25 milliards d'importations. Par substitution aux importations, hein, comme on nous a appris à la fac. Et je reviens alors à votre question. La question à ce moment-là est celle de la gestion optimale des réserves. Parce que la première chose qu'on doit faire, c'est comme la transition énergétique. On consomme trop d'importations, comme on consomme trop d'énergie. Donc déjà, on sacle les importations en suivant une politique qui conduit à ce but. Et à ce moment-là, la question de la gestion du niveau d'exportation et du niveau de recette devient complètement différente. Vous voyez? Parce que la politique de substitution aux importations, c'est pour répondre à cette question. La politique de substitution des importations, même quand elle est conduite sérieusement, elle va prendre un peu de temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Allez, on va te donner 5 ans. Les Brésiliens ont été beaucoup plus actifs que nous. Il faut payer l'argent. Oui, parce qu'il y a... Donc, si on se donne 5 ans pour rattraper la pharmacie, le transport maritime, on prend la décision de renforcer la CNAN, the best. Et simultanément, on dit à la CNAN, si vous voulez acheter des bateaux barra, alors voilà les conditions. Bateau d'occasion, hein, parce que elle est pour tailler au chômage. Allez, voilà la condition A, la condition B, la condition C, la condition C. Wallah, wahed ma yabi' lak babour. Voilà. Donc, la gestion optimale des réserves en hydrocarbures suppose tout ce que je viens de raconter. On me met dans fixe. Hein? Combien? Et on a un fonds de régulation des recettes, il y a 56 milliards d'euros là-dedans. Mais pour 56 milliards d'euros, c'est pas rien comme argent. Vous voyez ce que je veux dire? Votre question conduit à la question de qu'est-ce que c'est qu'un niveau optimal d'exportation? Eh bien, un niveau optimal d'exportation dépend du niveau incompressible des importations, lequel dépend de votre politique économique. Ça y est, voilà que, si vous n'êtes pas convaincu, bon, j'ai 5 questions, j'ai 5 demandes d'intervention et il reste 5 minutes. 10 minutes. Dans l'ordre, il y a M. Benyahi, M. Boudra et Mme Mortari. Ensuite, son Excellence l'ambassadeur. Non, je ne voulais pas. Alors, posez votre question. Mais posez votre question tout de suite, monsieur l'ambassadeur, parce que nos amis en profitent. Tout d'abord, un grand merci, parce que ce débat économique me semble très, très sain en Algérie. On en a besoin, j'ai l'impression. Je suis là seulement depuis 5 mois, donc je commence seulement à me poser des questions. Mais la question que je voulais vous poser, elle sera d'apparence politique, mais au fond économique. Comment ça se fait, et ça revient un peu à la question qui a été posée par rapport à
aux erreurs ou non à la responsabilité des économistes. La question vous a été déjà posée. Moi, j'aimerais bien poser une question un peu sous un autre angle, mais qui revient peut-être à la même chose. Il me semble, excusez-moi si c'est une question naïve, que sur le marché des partis politiques en Algérie, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'offres de programmes de partis avec des alternatives économiques et avec des projets économiques ambitieux? C'est au moins l'idée que je m'en fais après 5 mois. Je reconnais ces coups, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de partis politiques qui proposeraient des programmes économiques ambitieux et alternatifs. C'est pas une question qui est diplomatique. Non, c'est pas diplomatique du tout. Monsieur l'ambassadeur, si un jour, au bout de 10 mois, vous avez une réponse à cette question, je vous avais peut-être dit. Non, c'est pas une fuite en avant. Nous avons 25 ans de multipartisme. D'accord? Et vous avez raison de dire qu'au bout de 25 ans de multipartisme, normalement, on devrait avoir dans le programme du parti X un débat sur la politique énergétique. Dans le programme du parti Y, dire le ministère des Finances, c'est pas des gens bien parce que A, B, C, D en termes de politique financière. Tout ça n'existe pas. Tout ça n'existe pas. Il y a des raisons institutionnelles, sans rien trahir du tout. C'est que nous sommes dans un régime présidentiel qui n'en est pas. Alors, comme vous êtes dans un régime présidentiel, il y a le programme du président. Alors, tous ceux qui veulent monter dans le train vont dire « Moi, je suis avec le programme du président. » C'est avec le programme du président. Ça, c'est un gros problème. Et nous sommes donc dans un régime présidentiel qui n'en est pas, et ça laisse beaucoup d'ambiguïté. Et puis, donc quand vous êtes dans un régime de ce type, qui n'est ni présidentiel, ni parlementaire, etc., vous êtes un peu dans le brouillard. À titre d'exemple, je l'ai dit et je le répète, moi j'ai toujours été partisan que les lois soient prises sous forme de loi et le plus rarement possible sous forme d'ordonnance. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours assumé, sans aucun doute. Notamment, si on avait discuté la loi sur les hydrocarbures de 2005, qui est passée ensuite sous forme d'ordonnance. Ordonnance, ça veut dire qu'ensuite elle est juste adoptée, ratifiée. On aurait évité beaucoup de choses après. Parce qu'on nous aurait donné l'occasion d'aller au Parlement expliquer de quoi il s'agit. Moi, j'avais exprimé mon opinion clairement à cette époque en disant aux intéressés, pourquoi l'ordonnance? Parce que l'ordonnance, elle soustrait du débat. Donc, monsieur l'ambassadeur, c'est un peu toutes ces choses-là. J'ai deux réponses plus pratiques, plus pragmatiques. La première est que le Parlement, dans ce régime qui n'est ni parlementaire ni présidentiel, s'est trouvé un petit peu en porte-à-faux. Donc les partis politiques se disent, de toute façon, il y a le programme du président. C'est le programme du président. Tous. Je dis bien tous. Surtout ceux qui font partie de l'alliance présidentielle. Comment peuvent-ils oser un quart de seconde dire j'ai un programme qui n'est pas celui du président? Ou là qui enrichit celui du président? Ou les ça existe ça, non? Je fais partie de l'alliance présidentielle, mais moi, mon programme fait chouïakhan. Ou là, la fait chouïazit. Mais là, le programme du président, du coup, on a un problème constitutionnel. Et là encore, si celui-là est allé au Parlement, il fallait qu'il présente un plan d'action. Quel plan d'action? Vous nous présentez un programme, Al-Hajj. En fait, tout ça, c'est des débats que nous connaissons entre nous, mais M. l'ambassadeur a eu la gentillesse de venir aujourd'hui. Donc on a ce premier problème qui est de l'ordre institutionnel, etc. Le deuxième problème, c'est qu'avec le temps, les partis finissent par et finalement, un parti politique de base, il y en a qui sont superbes, innovants, etc. Les partis politiques de base, en règle générale, c'est des demandeurs d'emploi. Je le dis sans méchanceté, c'est de la démocratie qu'il s'agit. Je partage ça avec vous, vous avez eu la gentillesse de me poser la question, je vous dis, donnez-moi un emploi, on discute. Il n'y a pas très longtemps, un jeune
un jeune ministre est venu assister à une de mes conférences. Il faut bien illustrer les choses concrètement. Hein. Il est venu assister à une conférence et à la fin, قال لي سي عبد اللطيف vous êtes vraiment جبت لها خبر قلت له يعطيك الصحة قال لي il faut vraiment enrichir la politique économique sinon احنا في حالة قلت له عندك الحق. Quelque temps après, j'apprends qu'il a eu une promotion substantielle. Hein? قربت له téléphone. قلت له on change la politique économique ولا نخليوها كيما راهي. Voilà la réalité. N'oublions pas, monsieur l'ambassadeur. Vous voyez, c'est une Algérie issue d'une longue période difficile, financière. Cette idée quand même qu'il faut rassembler, il ne faut pas trop, etc. Mais point trop non pousse. Vous connaissez l'expression point trop non pousse. Bien sûr qu'on a toujours l'unité nationale. Mais une unité nationale qui finit que tout le monde chante la même chanson. Je ne pas. En public, pas en privé. Allez, il y a Madame, monsieur l'ambassadeur, merci d'être venu. Merci. Et croyez bien que l'histoire de l'Union européenne, on peut en parler. Alors, monsieur Beniahi, madame Mohtari et monsieur Bournani, s'il vous plaît, posez des questions rapides. Parce que le temps est quasiment fini. Hein. Allez-y. Question, pas de débat. Question vite, Donc, vous avez parlé déjà, monsieur le ministre, sur l'économie algérienne. Et l'Algérie ne dispose pas. Comment ça va faire? J'ai appris la politique chez son oncle. Mohamed Sidder Beniahi, Allah yarhamou. C'est chez lui que j'ai fait mon premier pas en politique. Un homme de grande qualité. L'Algérie ne dispose pas actuellement d'une stratégie économique, c'est-à-dire en termes d'industrie, en termes d'agriculture, en termes de services. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux, c'est-à-dire de choisir on va choisir les services et peut-être un de l'agriculture? Parce qu'en termes d'industrie, le PIB en les années 70, c'était 49% qui ont fait le PIB algérien. Les années 80, c'est 15%. Actuellement, on est à 4%. Donc, quelle est la stratégie à suivre pour développer l'économie nationale? On revient toujours à la vision. Toujours cette vision d'Algérie. C'est relativement à votre question, je ne sais pas d'y répondre tout au long. Hein? Il faut dégonfler les importations, faire de la substitution aux importations, et quand on rentre dans la substitution aux importations, se pose la question du classement prioritaire des différents secteurs. J'ai annoncé que c'est un mélange de biens et de services, transport maritime, et que c'est un CGM, et que les grands transporteurs maritimes, vous savez que déjà maintenant ils commencent à nous casser les pieds pour les paiements. Pourquoi? Parce que la CNAL, attention, la CNAL, moi j'ai vécu la naissance, le développement de la CNAL. La CNAL est arrivée à 36% du marché national, elle est à 3%. Vous voyez, Farid? Oh, c'est clair, c'est des choses absolument évidentes. Nourrir la population. Nourrir la population, j'en ai parlé. Sur le plan technique, l'agriculture algérienne est en deçà des performances moyennes de toute la Méditerranée. Sur le plan technique. Pourquoi? La population a vieilli, les tailles d'exploitation ne sont pas les bonnes, la population a vieilli, elle n'a pas investi suffisamment au cours des 10 dernières années parce que l'argent du PNDA, je ne suis pas sûr qu'il est arrivé complètement aux exploitations agricoles, etc. Donc on a tout un... Et pas d'agriculture, vous n'avez évidemment pas d'industrie agroalimentaire, qui est actuellement arrimée aux importations et aux taux de change et aux subventions de la Direction générale du Trésor. Donc, tout ça est en train. Donc la réponse à votre question, oui, c'est possible, on dégonfle les importations par les moyens que j'ai dit, et on développe la substitution aux importations. Je vais dire pourquoi. Pour préparer les conditions de la compétitivité, pour aller sur les marchés internationaux. Les conditions de la compétitivité dans le pays qui importe de quoi manger, de quoi vêtir, ne sont plus là.
les économistes ont ce qu'on appelle la théorie des biens salaires. C'est bon la théorie des biens salaires. Un pays qui ne nourrit pas sa population n'a aucune chance sur le marché mondial, sauf s'il a déjà, et Abdelhamid développe la production agricole. Ça fait la prochaine Non, je suis en train de taquiner mon ami. Donc la réponse à votre question est relativement facile. Nous ne sommes pas des Chinois. Vous êtes d'accord que nous ne sommes pas des Chinois. C'est-à-dire que ce n'est pas demain qu'on aura des coûts unitaires analogues à ceux de la Chine dans un certain nombre de branches. Nous ne sommes pas des Chinois, je répète, nous ne sommes pas des Chinois. Donc il faut d'abord gérer les importations correctement, substituer aux importations, se préparer à la compétitivité, se préparer à la compétitivité par une production de biens salaires de qualité. Avec quoi on va nourrir les salariés et qui vont produire pour l'international avec de l'importation? Donc vous avez un effet vicieux. Hein? Toute difficulté d'importation vous bloque votre secteur exportateur. Donc c'est tout un... Mortali. Question. Alors, Madame Mortali, chef d'entreprise. Donc il y a un chiffre qui m'a un peu effrayé, que j'ai trouvé dans le journal, et je voulais votre avis par rapport à ça. Alors c'est un article d'El Rabat, je ne me rappelle plus quel est l'organisme qui a fait cette étude-là, mais il est dit que 80% de la population algérienne souffre de troubles psychologiques. En tant que chef d'entreprise. Je crois qu'il ne met pas compte. Allez, la question, suite aux séquelles de la colonisation, en plus de la décennie noire, etc. Donc avec un tel chiffre, 80% qui est énorme, comment peut-on faire pour avancer, pour agir avec C'est quoi votre solution? Votre solution, vous, c'est quoi? J'ai une thèse à la japonaise. Les Japonais ont eu beaucoup à souffrir. Bien sûr. Et, les Vietnamiens aussi. Ils ont dépassé leur douleur et ont su être les premiers dans beaucoup de domaines. Donc je dis les Algériens aussi, dépassez votre douleur et avancez. Il vaut mieux les accompagner si vous voulez. Je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Non, mon avis est très simple. Si on avait eu du temps, je vous ai annoncé tout à l'heure que un des domaines prioritaires de l'évaluation du service public, c'est le financement des hôpitaux. Actuellement, on a une offre, hein, vous êtes des chefs d'entreprise, hein, on a une offre qui n'est pas en face de la demande. Dans le secteur de la santé, Fatem Zahra était très très bonne. Arrêtez de travailler, madame. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le problème que vous posez est un problème important. Alors les chiffres, les khabar prendre ses responsabilités. Je dis simplement que quand vous regardez l'offre sanitaire publique en Algérie, sanitaire privé, avec des problèmes infinis, mais je regardez l'offre sanitaire publique et regardez la morbidité, c'est-à-dire le type de problème que nous avons. L'offre n'est pas face à la demande. Vous savez qu'on a des problèmes très sérieux de lutte contre le cancer. La lutte contre le cancer n'est pas suffisamment financée au profit de beaucoup de choses dans lesquelles on pourrait gratter. Redéployer de la ressource, il n'est pas acceptable, il n'est pas possible qu'on continue dans la situation actuelle en matière de lutte contre le cancer. Il y a un sujet qui... Il y a un sujet qui est toujours tabou dans notre économie, c'est la convertibilité. Êtes-vous de ceux qui subordonnent la convertibilité du dinar à la diversification des exportations? En clair, tant que nous sommes mono-exportateurs, où 94% des ressources viennent des hydrocarbures, on ne pourra pas parler de cette question de la convertibilité. On ne fait pas partie. Deux petites remarques. Tout à l'heure, vous avez affecté le secteur privé d'entreprises qui existent et qui prospèrent dans un système oligopolistique, en ne se posant pas la question pourquoi. On en est là. Parce que l'accès aux ressources d'investissement est très complexe. Et je vous rappelle simplement une chose, un dinar dépensé par le secteur privé en monnaie d'échange apporte bien plus que 2 ou 3 dinars dépensés par le secteur public. Merci. Vous avez raison. Sur le deuxième sujet, je suis absolument pas d'accord avec vous, mais ça relève d'une analyse détaillée de la politique des prix.
de la politique d'accès aux ressources d'investissement, c'est très. Mais vous avez raison de poser cette question. Je ne suis pas d'accord avec vous, ça ne veut pas dire qu'on va s'affronter, discuter. Sur la convertibilité, je vous donne mon opinion très simple. Vraiment très simple, elle résulte de ce que j'ai observé dans les pays émergents qui vont vers la convertibilité. Ils sont lointiers à train. La Chine se questionne là-dessus avec 3200 milliards de dollars. Ça va. Combien? 3200 milliards de dollars de réserves et une capacité d'exportation. J'ai vu récemment que sur l'industrie nucléaire, ils ont damé le plomb grâce à un accord avec Westinghouse, ils ont damé le plomb à Areva sur le marché. Vous voyez, Turquie. Bon, pour revenir à la convertibilité, je crois qu'il y a 3 facteurs, mais il y a des gens dans la salle plus compétents qui vont en parler. Il y a évidemment 3 facteurs, ce qu'on a dit sur la gestion des importations. Vous êtes d'accord avec moi? Évidemment, c'est important. Ce qu'on a dit sur la gestion du marché intérieur, de la circulation de l'importation, il y a un facteur qui est quand même important, c'est une fois que vous avez la convertibilité totale, il faudra faire un petit coup d'évaluation avant. Il faudra faire un petit coup. Quand je dis un petit coup, c'est parce que je suis gentil. Là, on est face à la mer. La monnaie algérienne est surévaluée. Vous allez me dire, vous êtes fou. Réfléchissez bien. Oui, mais ça signifie que les importations sont subventionnées. Qu'est-ce que je vous ai dit de donner un coup de... Bon. Et on arrive alors, une fois que tout ça est fait, qu'on a nettoyé les importations, qu'on a fixé le bon taux de change d'entrée sur le marché de la convertibilité, on va se poser la question des euros, qu'est-ce qu'on en fait? La convertibilité, c'est quoi? J'ai des sous à Alger, je peux investir à New York. Allez, c'est ça. Là, attention. Je peux me poser la question d'équité sociale. Est-ce que investir à New York est, pour le temps qui vient, utile ou pas? Ah ben, ça dépend de ce que vous faites à New York. Est-ce que je veux dire? Si l'investissement international, et on l'a vu dans les pays émergents, la transnationalisation du capital, elle a servi à quoi? Elle a servi à importer de la technologie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en allant à l'international, en achetant des entreprises, etc., on maîtrise des techniques et on revient chez soi et on fait profiter sur l'économie de son pays. Ça s'organise. Ça s'organise. C'est pas la convertibilité, tenez plus, on fait les machines de casino, ça va pas, non? Je sais que c'est pas votre Si c'est le mien, si c'est le mien. Si c'est le vôtre, oui. Si c'est le vôtre. Alors, si c'est le vôtre, je vais vous dire, vous avez raison. Ah, discute. Il a raison. Il a raison. On rentre dans un problème qui est très sérieux, qui est celui de performance économique et équité sociale. Et qui est celui de savoir à partir de quand la finance publique est sollicitée de façon légitime pour servir des intérêts privés. Et je ne mets rien de péjoratif là dans la convertibilité, c'est le service des intérêts privés, pour simplifier, c'est aller à l'international. Intérêt privé, secteur privé, secteur public. Hein. Et là, on rentre dans un débat extrêmement sérieux. Je prends un exemple. J'ai des amis qui sont des partisans de ce qu'ils appellent les champions nationaux. Vous savez ça? Personnellement, j'ai exprimé mon point de vue. Oui, d'accord. Dans quelle branche et avec quel contrat? C'est tout. Eh bien, pour la convertibilité, c'est la même chose. D'accord, mais 50 ans après l'indépendance, nous n'avons pas une entreprise multinationale. Bien d'accord. Moi, je suis pour vous dire la vérité, je suis pour. Mais vous n'avez pas besoin de convertibilité pour transnationaliser une entreprise. Les Chinois le font tranquillement. Hein? Alors vous voulez aller lire, combien vous avez besoin de combien d'argent, pourquoi faire, pour acheter quoi? Ça se discute. Je n'ai pas besoin de convertibilité pour aller à la nationale. Je n'ai pas besoin de convertibilité. Il n'y a pas de problème. Ensuite, alors, combien de temps vous nous donnez encore? Vraiment 5 minutes parce qu'après ils vont me revenir. Alors, une seconde. Mouloud, il y a encore. Ah oui,
Hussein, il a déjà posé des tas de questions. Et monsieur Mouloud. Rapidement, monsieur le ministre, une question qui est un peu sous-jacente à tout ce que vous dites, vous avez dit ce matin, dont on ne parle pas assez, c'est la question de la corruption. Il y a la corruption positive, c'est-à-dire celle qui est... mais comme pour le... je veux dire explicite. Mais comme pour les subventions, il y a une forme de corruption implicite. Bien sûr, qui accompagne les subventions. Alors, il y en a une derrière ce qu'on appelle les subventions, c'est que aujourd'hui, parce que quand on subventionne les céréales, on subventionne indirectement des importations, et quand on regarde l'ensemble là où pèse la subvention, là où elle est le plus lourde, c'est là où précisément c'est lié au secteur des importations. Parce que si elle était liée à la production locale, on parlerait de politique publique dans le sens positif du terme. Il y a un autre aspect qui est extrêmement important. On a fait l'autoroute Est-Ouest. C'est très bien, avec ce qu'elle a coûté, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on a oublié au milieu, qui est les ports, qui sont les ports algériens. Il y a un sous-investissement manifeste. On n'a pas fait de ports. Les ports algériens ont été construits au 19e siècle et on en est toujours là. Un, on ne peut pas avoir de politique maritime tant qu'on n'a pas de port. Deux, les ports algériens, aujourd'hui, ce sont les évaluations qui sont publiques, qui sont données par un grand nombre d'experts. Les ports algériens, le sous-investissement nous coûte quelque chose comme 2 milliards de dollars chaque année. De surestarie? Pas plus que les surestaries. C'est-à-dire, en fait, il y a des surestaries. Les coûts de transaction. La question, c'est, je voulais solliciter votre point de vue sur cet aspect. Des infrastructures. Et puis la façon dont la décision se fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a empêché jusqu'ici qu'on n'investisse pas dans les ports, alors qu'aujourd'hui, l'autoroute Est-Ouest, alors elle nous emmène à utiliser Tanger Almed et à la limite, ou en Tunisie, le port de Nfida, comme il s'appelle. Aujourd'hui, à la limite, nos approvisionnements passeraient économiquement, ils devraient passer par cette zone-là, puisque l'infrastructure les valorise. Voilà ce que je vous ai dit. Non, vous savez mieux que moi concernant la localisation du port. Il y a eu un débat dans le temps souterrain mais réel sur la configuration politique. Vous savez ce que c'est la configuration politique? Ah, c'est un premier point. Sur le fond, le coût de l'importation est évidemment alourdi par tout ce que vous avez bien raconté. Et effectivement, nous sommes en politique de sous-investissement. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour regarder simultanément la politique de l'armement maritime et la politique du port? Ensemble. C'est la même affaire. Puisqu'il s'agit d'un côté d'infrastructures de transport, le port, et de l'autre côté de sociétés de transport, c'est-à-dire... Je suis dans l'opinion immédiate, c'est que mon souhait, c'est pas mon opinion, mon souhait c'est qu'on avance sur les deux lignes à la fois, et qu'on y avance sérieusement. Hein, pas en disant acheter un bateau d'occasion, peut-être qu'ils vont trouver, mais en disant celui qui va vous poser le bateau d'occasion parce que au point que les gens disent ils sont dingues. Donc, j'accepte votre question, elle mérite un débat qu'on a totalement entendu, mais je suis persuadé qu'il faut marcher sur les deux pieds, infrastructure et société de transport. C'est très important. Merci beaucoup. Merci M. Benachnou. Merci. Je vais juste, avant de partir, avant de vous je voudrais remercier évidemment la Fondation Friedrich Naumann qui nous accompagne dans ces petits déjeuners débats et insister sur un point qui est toujours porté en termes de valeur par la Fondation Friedrich Naumann, promouvoir la liberté de l'individu et l'engagement de la société civile, car la thématique aujourd'hui concerne réellement l'engagement de la société civile
engagez-vous. C'est très très important pour l'avenir de l'Algérie. Deuxièmement... J'ai un grand-oncle qui s'est engagé dans l'armée française, il est mort en 14-18. Juste une chose, au mois de mars, il y aura 2 petits déjeuners, le 11 mars et le 18 mars. Le premier qui va avoir pour thème les réseaux sociaux et le rôle pour l'entreprise algérienne, et un deuxième petit déjeuner le 18 mars concernant la fameuse loi 51-49, donc on va en parler. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus. Ça va? Tu t'es reconverti en caméraman occasionnel. On a raté ça. C'est vrai que je m'étais sur lui de récupérer le possible. J'espère bien.